Merci de nous rejoindre aux grandes voix francophones. Et aujourd'hui, celui qui passe les gens à tabac, on va le passer pas à tabac, mais au micro, c'est Guy Amou, écrivain, journaliste et qui fait aussi beaucoup de choses, acteur culturel à Montréal, installé donc à Montréal au Québec depuis de longues années, depuis 1978 qu'il est arrivé ici. Et justement, il produit une écriture prolifique, beaucoup de livres, une dizaine d'ouvrages qui sont sous sa signature depuis très longtemps. Bonjour Guy Amou. Bonjour Toussaint, comment ça va? Ça va très bien. Alors, c'est un immense plaisir pour moi de vous avoir autour de ce micro. Le plaisir est partagé. Ça fait maintenant presque une semaine depuis mercredi qu'on se côtoie. Ça a été une agréable rencontre, une rencontre qui va produire également des bébés, je l'espère. C'est clair. Et parlant de vous, on ne peut pas parler de vous sans citer les livres que vous avez produits. En tout, déjà, 10 livres qui sont sortis, 10 ouvrages. Comment vous arrivez à faire tout ça? Comment j'arrive à faire tout ça? C'est comme si on me demandait comment j'arrive à respirer, comment j'arrive à vivre. Moi, l'écriture pour moi, c'est de l'ordre de mon existence. Ceux qui m'ont connu très 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 jeune, ceux d'entre eux qui s'en souviennent, se rappelle que j'avais toujours demandé à rentrer à l'école, non pour apprendre à lire, mais pour apprendre à écrire. Je disais toujours, je veux écrire, je veux écrire. Donc, c'est une pulsion qui fait partie de ma nature. Donc, j'écris constamment. Et depuis ces années, nous pouvons, dans le désordre en vrac, vous dire que vous avez écrit Murmure du Mono, qui est une nouvelle, Fils de tortue. Ça, c'est un roman. Ça, c'est un roman. Et après, vous avez enclenché avec les racines du Boncourt, le rêve de silence. C'est un recueil de poésie. De poésie. Et nous avons encore une goutte de rosée sur les gerçures de la mémoire. Un autre recueil de poésie. Et nous avons un roman. Donc, Yann et Lofray. Oui, ça fait partie des titres qui sont exposés ici. Il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres. Il y en a au moins une demi-douzaine qui restent encore. Et il y a le bébé, celui qui est sorti vendredi. Qu'il faut chercher. Le talisman écarlate. Tout chaud. Alors, c'est juste les journalistes qui l'ont reçu pour le moment. Bon, on va le lancer d'abord à Paris et puis après en janvier ici à Montréal. C'est une œuvre qui vient boucler donc un triptyque que vous avez. Non. Le triptyque, vous les avez là. Le triptyque, c'est fils de tortue, Murmure et Liane et Lofray. Voilà. En réalité, c'est parce que quand on parle des œuvres que j'ai publiées, j'écris beaucoup. C'est un jour, j'ai décidé de commencer à les publier. Oui. Et je me rappelle, quand j'étais enfant, je m'étais toujours promis de commencer ma carrière, si l'on veut, littéraire, par rendre hommage à la région qui se trouve être le berceau de ma famille paternelle, le Mono. Donc, j'ai consacré 3 livres. Oui. Alors, j'ai consacré ces 3 livres-là à cette région. Et optimiste comme j'étais, ou encore inconscient que j'étais, j'ai pensé que j'en avais fini avec le Mono. Oh là là, non. Le Mono paraît dans toutes mes œuvres. C'est normal, mais dans toutes mes œuvres, il n'y a pas une seule. Même les recueils de poésie, le Mono est dedans. C'est incroyable. Celui que vous avez dans la main, le Mono est dedans. Je ne peux pas écrire. Pourquoi? Mais vous qui vivez au Québec depuis si longtemps, depuis plusieurs décennies, comment est-ce que vous arrivez à garder cette souche, cette référence à la terre natale? Mais il faut dire en cela que l'enfance a été fertile. L'enfance a permis aux racines de rentrer très très profondément en terre. Et ça fait que ça ressurgit. Mon écriture vient de ce contact hebdomadaire que j'avais avec le Mono quand j'étais enfant. Mon père, il quittait Lomé tout le temps. Le vendredi. Comme le fleuve qui coule. Oui. Vendredi, il partait et il revenait le dimanche soir ou le lundi matin. Et il fallait qu'il retourne au village et je le suivais. Donc, j'ai passé mon enfance à faire des va-et-vient entre le Mono et Lomé. Ce qui fait que je ne peux pas. Vous savez, tous les écrivains vont vous le dire, l'acte d'écrire fait appel à la mémoire. Oui. Donc, automatiquement, les choses qu'on a vécues en notre enfance ressurgissent. Dans un de ces recueils de poésie, dans un de ces recueils de poésie, je traite l'enfance comme étant le dictionnaire de l'âge adulte.
Donc, c'est à partir de ce qu'on a vécu dans l'enfance qu'on construit l'adulte qu'on devient. Et moi, mon enfance est indissociable du mono. Ça fait que, bon, chaque fois que j'écris, automatiquement, le mono m'habite. Et de toute façon, dans votre look au quotidien, on sent l'Africain, malgré toutes ces années de diaspora, l'Africain reste présent. Je suis résolument africain. Oui, oui. Je ne peux être rien d'autre qu'un Africain. Et justement, le tout dernier bébé, donc le Talisman écarlate, c'est un roman. C'est un roman qui est sorti cette semaine, donc aux éditions Elsevier à Paris, qui n'est pas encore disponible ici à Montréal. Ça le sera bientôt. Je vais lire un bout et vous allez me dire pourquoi. Ce bout d'extrait, regardez-les. N'est-ce pas que c'est beau de les voir rire ainsi? N'est-ce pas qu'ils sont magnifiques, ces enfants du soleil? Ils rient spontanément, largement. Ils rient comme si tout le bonheur du monde leur avait été promis. Et c'est cela le ton de Talisman écarlate. C'est à peu près le ton, parce que, bon, ici, c'est un dialogue, c'est un père Huron. Les Hurons font partie des Premières Nations ici, ce qu'on appelle les autochtones, les Amérindiens. Il y a 11 nations en tout. Et les Hurons, de ces 11 nations, constituent ceux qui ont eu le destin le plus tragique, en ce sens qu'ils ont complètement perdu leur langue. Ils ont failli être complètement anéantis. 500 d'eux qui restaient de la Huronie ont suivi les Jésuites jusqu'à la région de Québec qu'on appelle Wendat. Donc, Kabir-Kouba, c'est là où ils se sont réfugiés. Et les descendants de ces Hurons, aujourd'hui, n'ont plus aucune notion de la langue que parlaient leurs pères et leurs ancêtres. Je voulais juste faire cette parenthèse. Oui. Donc, ce père Huron qui parle à sa fille, ils étaient sur le Mont-Royal et puis ils ont vu s'approcher deux Africains. Donc, il parlait ainsi à sa fille et c'est ainsi qu'il lui a fait comprendre que entre le destin des Africains et celui des Amérindiens, il y a une parenté incroyable. Et c'est d'ailleurs le propos du livre. Le propos du livre, c'est d'amener un renouveau à travers une fusion de ces deux civilisations. Et justement, vous faites référence au père, à l'histoire du père Bartholomé qui, surpris que les Amérindiens ne survivaient pas au sévice de l'esclavage, demandait alors que l'on aille chercher les Noirs. Et c'est en cela que je fais rejoindre l'histoire, parce que bon, l'idée m'a été apportée par un vieil Amérindien, Meninou, que j'avais rencontré dans le Nord. Quand j'étais étudiant, j'avais une fascination pour le Nord et j'allais souvent dans le Nord. Je rencontre ce vieil Amérindien, bon. Quand vous dites le Nord, c'est le Nord. Le vrai Nord, le vrai Nord. On est proche du pôle. Alors, et ce vieil Amérindien, j'avais l'habitude de dialoguer avec lui sans qu'on parle. On parlait par geste et puis à un moment donné, il fait une longue phrase. Je sens tout à coup que c'était quelque chose de profond qu'il venait de me dire. Là. Alors, je lui ai fait signe de répéter. Alors, il a fait signe à son petit-fils qui lui parlait anglais. Oui. Puis, il a répété la phrase. Le petit-fils m'a traduit exactement ceci. Oui. Il y a un renouveau pour nous, un peuple ancien d'Amérique. Et ce renouveau, vous y aurez part parce que c'est vous qui nous avez permis de survivre. Wow. Vous avez acheté d'y avoir part par le don de votre sang, de votre orgueil et de votre dignité dans les champs. Wow. Alors le livre est né comme ça. Donc j'étais bouleversé. J'ai passé des années à méditer cette phrase. Et, écoutez, je parle d'une rencontre qui date de 83-84. Et le livre, je l'ai écrit seulement en 2008. Donc, c'est comme vous l'avez dit, c'est véritablement le dictionnaire de l'âge adulte, comme on dit. Oui. Ouais. Donc, c'est parti de là. Donc, l'histoire, en gros, c'est quoi? C'est une quête. C'est un actif du mono qui se retrouve ici, évidemment, encore et toujours, qui se retrouve ici, et puis de rencontre en rencontre se rend compte que même son nom est lié à une ancienne promesse. Est-ce qu'une espèce d'autobiographie? Absolument pas. Absolument pas. Non. Son nom, il s'appelle Sans vie. Oui. Mais on se rend compte de péripétie en péripétie que ce nom-là était la traduction d'un nom
indien, un nom aztèque que ses ancêtres portaient parce qu'un de ses ancêtres avait rencontré une déesse aztèque il y avait de cela 100 vies et que cette déesse avait promis à sa descendante de contribuer à la prophétie qui devrait se réaliser après une centaine de vies si la famille réussissait à garder certains signes que la déesse avait détectés chez eux. Ben, oui, allez-y. Non, ça va. Expliquez ainsi, ce serait un livre que je vais conseiller aux cinéastes Tongolo Béninois Sanvipanou qui a parcouru aussi le monde, donc sa caméra sur l'épaule. Alors, pourquoi justement avoir titré le livre Le Talisman écarlate? Talisman écarlate, parce que vous vous rappelez, j'ai parlé d'une déesse. Cette déesse a laissé aux gens, surtout ceux-là même qui se décrivent comme des éclairés. Dans le livre, elle leur avait laissé des signes, et de ces signes, ils ont construit un talisman qu'ils portent tout le temps sur eux. Et en fait, le propos du livre, c'est de dire que ce talisman, c'est de la fidélité. Et tout au long du livre, du début jusqu'à la fin, je fais référence constamment à ce signe distinctif entre ces éclairés et le héros. Le héros a fini par recevoir d'ailleurs lui aussi ce talisman qu'il a protégé tout au long des péripéties qu'il a eu à vivre. Qu'il a protégé beaucoup des gens qui avaient pris la décision de contrecarrer la promesse de la déesse. Vous voulez savoir la suite de l'histoire? Il y a vraiment une intrigue dedans. Hein. Oui. Il y a ce qu'on appelle du suspense. Il y a et puis je mêle à ça aussi un univers que je connais très très bien, l'univers pharmaceutique. Donc il y a là-dedans des gens qui ont décidé de mettre la main sur une essence particulière qu'on trouve uniquement au Mexique. En tout cas. Et là, il y a justement. Donc, c'est le Talisman écarlate sorti cette semaine, le dernier bébé de Guy Amour, écrivain africain, écrivain togolais installé au Canada depuis de longues années et qui est très, très, très productif. C'est en collaboration avec aussi les grandes voix francophones d'Amine Laoro. Dites-nous un mot de cette collaboration. Cette collaboration se veut une évidence même, parce que quand on parle je vous l'ai dit tout à l'heure, notre projet, c'est promouvoir la diversité des expressions culturelles dans la francophonie. Donc, automatiquement, ça rejoint tout à fait le projet des grandes voix francophones, c'est lesquels GVF ont comme projet, eux aussi, de donner toute leur voix à ceux-là qui ont un jour écrit leur identité en français, ceux-là qui nous ont servi de modèle, qui ont fait qu'aujourd'hui nous écrivons. Je fais référence au Césaire, au Senghor, Gontran Damas, Diop, Dadier, nommez-les. Et même ceux d'ici, donc les Miron, les Néligan, les Hannibert et autres. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas ne pas s'associer à eux, et nous avons plusieurs collaborations de ce type. Et collaboration, justement, il y a que vous coachez, vous tendez la main à des plus jeunes ça c'est personnel. Mais ça fait également partie de la dynamique du clan. J'ai bien envie d'en parler parce que quand même, Luisa, la femme, elle est membre du clan également. Elle a été très active ici, lors du salon. Et son premier livre éphémère, ou Les empreintes de l'âme. Oui, c'est une poétesse d'origine réunionnaise que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai préfacé son livre. D'ailleurs, c'est ma fille adoptive. Donc, je peux vous assurer, elle est très belle. Bon. Alors, mais l'autre, Gladys, c'est une jeune auteure d'origine camerounaise. C'est son éditeur qui me l'a présenté. Son éditeur qui est membre du cercle littéraire aussi, et qui a un jour émis le souhait que je prenne sous mon aile ces nouvelles plumes pour les orienter, leur donner des conseils. Et une fois que son roman était fini, elle m'a demandé si je voulais le préfacer. Je l'ai fait avec
bonheur. Et je crois que c'est beaucoup de plaisir, que ça fait beaucoup de plaisir que nous voyons que vous qui avez beaucoup plus d'expérience, vous tendez la main à ceux qui commencent. Et mais il faut assurer la relève. Il faut assurer la relève. Il faut absolument assurer la relève. Nous avons reçu beaucoup de nos aînés. Et à notre tour, nous devons donner aux plus jeunes. N'est-ce pas? Ouais. Parlant de vos activités extra-littérature, vous avez parlé tout à l'heure du secteur pharmaceutique. Mon domaine d'activité, mon travail, c'est faire de la recherche. Donc, je suis au départ un scientifique, je ne suis pas un littéraire. J'écris juste pour mon plaisir. Mais en plus de ça, écoutez, j'ai une émission de radio aussi, une fois par semaine. Je contribue ça ici et là à des publications. Donc évidemment, on retourne encore dans l'écriture. Comment est-ce que vous qui êtes scientifique de formation, vous arrivez à lier votre travail de tous les jours et la production littéraire, parce que vous en produisez vraiment? Oui, mais j'ai parlé de passion. Et on est être de plusieurs passions. Donc la science pour moi c'est une passion, mais de la même façon que la littérature. Mon père m'avait toujours dit, quand j'étais plus jeune, il me dit, écoute Guy, tu continues tes études en sciences, parce que je sais très très bien qu'au niveau de la littérature, même si tu étudies pas en littérature, tu vas continuer à t'y intéresser. Donc il te faut deux cordes à ton arc, la science et la littérature. Je l'ai écouté et je m'en suis porté très très bien. Sans oublier que par le passé, vous avez été aussi musicien. Oui, j'ai été musicien. Je suis peintre parce que d'ailleurs tous mes livres, je les illustre moi-même. Donc, ça, je ne le savais pas. Bon, alors regardez les signatures sur toutes les pages couvertures. Je les illustre moi-même. Regardez ça. Donc finalement, vous êtes un artiste complet, chanteur. Non, un être complet. C'est ce qu'il faut. Un être complet. Et donc, c'est Guillamou. Dites-nous, quel est votre espoir ou votre désespoir, je ne le sais pas, par rapport au continent africain? Ah non, j'ai pas de désespoir. J'ai pas de désespoir parce que ce que je perçois étant artiste, on a un peu plus d'intuition que les autres, n'est-ce pas? Oui. Et ce que je perçois, c'est très très positif. Je vois une jeunesse qui commence à se prendre en main. Je vois des jeunes qui sont de moins en moins complexés que leurs prédécesseurs, leurs aînés. Et je vois surtout la diaspora commencer à se tourner de plus en plus vers le continent. Et je pense que le renouveau de l'Afrique va passer forcément par la diaspora. Et les enfants que nous faisons ici, nous les élevons de façon à ce qu'ils contribuent demain au renouveau de ce continent. Merci Guillamou. Je vous en prie. Écrivain, journaliste, scientifique togolais, africain. Et père de famille. Père de famille, installé à Québec et qui fait de grandes choses et qui vient de sortir donc le Talisman écarlate. Cherchez-le, vous allez le lire. Et déjà l'année prochaine, au prochain salon du livre de Montréal, il aura 3 ou 4 autres livres qui vont s'ajouter à sa biographie. Cherchez-les, trouvez-les et lisez-les. C'était bien sûr donc les grandes voix francophones au salon du livre de Montréal. Portez-vous bien et à très 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 bientôt. Merci. Merci.